Merci beaucoup de regarder la RTS. Bienvenue à votre émission Point de vue. Nous sommes le dimanche 10 novembre 2013. Vous suivez certainement avec beaucoup d'intérêt l'actualité sur la sécurité des marchés au Sénégal. Une situation complexe, mais qui ne doit pas faire oublier d'autres questions d'importance touchant les denrées de première nécessité, le marché sous-régional ou encore le développement de l'entrepreneuriat au Sénégal. Il y avait donc suffisamment de raisons d'inviter sur ce plateau de Point de vue Monsieur le ministre du Commerce, de l'informel, mais aussi de l'entrepreneuriat, Monsieur Alioune Sarr. Bonjour Monsieur le ministre et merci d'être avec nous. Bonjour, morning. Alors, je dois mentionner également votre casquette d'homme politique, puisque vous êtes le coordonnateur des cadres de l'AFP, le parti du président Moustapha Niasse. Justement, entre l'AFP et le ministère du Commerce, il y a une histoire. Depuis le magistère du président Macky Sall, on a noté qu'il y avait Madame Matassi Diallo, Malick Gakou, ensuite vous, qui actuellement occupez le poste. C'est quoi? C'est le choix du parti ou alors c'est une confiance simplement que le président porte en votre parti? Merci beaucoup, Marning. Tout d'abord, je voudrais remercier la RTS pour m'avoir invité cet après-midi. Et je voudrais profiter de cette occasion pour saluer l'ensemble de vos téléspectateurs, en espérant simplement que le débat que nous allons avoir aujourd'hui va avoir un intérêt pour nos populations sénégalaises. Pour revenir à votre question, vous savez qu'il appartient au président de la République la prérogative constitutionnelle de nommer aux fonctions civiles et militaires. Et donc, dans le cadre de la constitution du gouvernement, naturellement, il arrive que le président de la République s'adresse à ses alliés politiques pour échanger. Mais la décision lui appartient. Et donc, sur cette question-là, il n'y a pas un lien particulier entre l'AFP et le ministère du Commerce. Oui. L'AFP n'a pas d'ailleurs une préférence particulière d'un ministère quelconque. L'AFP est un parti qui a été créé pour apporter des solutions aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Et naturellement, nous sommes tout à fait à l'aise dans ce ministère, comme nous aurions pu le faire également dans un autre ministère. Donc, ramenons ça dans le cadre, on va dire, constitutionnel de nos institutions, qui fait qu'aujourd'hui, c'est le président de la République qui nomme qui il veut au poste civil. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Absolument. Alors, on y va donc. La situation dans les marchés au Sénégal, je l'ai mentionné plus haut, occupe en quelque sorte le haut du pavé médiatique. Des incendies signalés un peu à l'intérieur du pays. Mais il y a un cas, celui du marché Sandaga, qui va peut-être suffire pour parler un peu de cette situation assez complexe. Fermeture après incendie, puis actuellement le problème du recasement des marchands. Qu'est-ce que cela exprime au niveau du gouvernement, cette situation-là? Oui, Omar, il faut rappeler d'abord que le marché de Sandaga était devenu un danger public pour les commerçants et pour les citoyens sénégalais qui fréquentaient ce marché. Toutes les études et tous les experts ont montré que ce marché risquait de s'effondrer sur les populations. Et le gouvernement, qui a donc la responsabilité de la protection des citoyens, naturellement, depuis plusieurs mois, avait informé les commerçants que le marché serait libéré pour justement éviter qu'un drame se produise, pour éviter simplement que des Sénégalais soient menacés, en tout cas soient victimes de destruction. Donc cela a été prévu depuis un certain nombre de temps. Évidemment, il était arrivé le moment où il fallait simplement déplacer les marchés, les commerçants du marché de Sandaga, en collaboration avec le maire de la ville de Dakar. Parce qu'il faut rappeler, Omar, que la gestion des marchés relève de la compétence des mairies et des collectivités locales. Et donc c'est dans ce cadre-là que le ministère de l'Intérieur, qui a donc en charge cette question sécuritaire, en collaboration avec la ville de Dakar, a pris la décision justement d'évacuer le marché pour protéger d'abord les commerçants, mais également protéger tous les Sénégalais qui fréquentaient le marché. Donc, cela a été une décision qui a été annoncée depuis un certain nombre de temps. Alors, mais vous posez justement la question de la sécurité justement dans nos marchés, qui est effectivement un problème. Rappelez-vous, lors du Conseil des ministres qui a précédé d'ailleurs ce déplacement, le président de la République s'était ému
d'abord de la situation sanitaire des marchés, mais également de la situation sécuritaire, où on faisait des câblages électriques pratiquement comme on veut, où on s'organisait dans les ruelles des marchés, ou même quand il y a des incendies, les sapeurs-pompiers ont des difficultés pour accéder justement aux endroits pour apporter les solutions aux sinistrés. Oui. Donc c'est un problème général. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a entrepris un programme de réhabilitation et de modernisation de l'ensemble de nos marchés sur l'ensemble du territoire national. Et nous sommes en train de travailler, on reviendra sur le marché Sandaga tout à l'heure, mais nous sommes en train de travailler sur le marché de Diaobé, dans le Vélingara, le marché de Ourossogui, le marché de Rosso. Donc tous ces marchés-là aujourd'hui sont dans le cadre d'un vaste chantier que le gouvernement a engagé justement pour apporter des marchés modernes, des marchés de confort, mais également qui apportent une sécurité, parce que le marché, c'est l'endroit le plus fréquenté, on va dire, dans le pays. Donc, naturellement, le gouvernement a pris ses responsabilités par rapport à cette question. C'est un programme national. C'est un programme national sur lequel nous sommes en train de travailler. Et nous allons le faire en collaboration avec l'ensemble des élus locaux, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les mairies, ce sont les collectivités locales qui ont en charge justement la gestion de ces... Absolument. C'est vrai, on ne peut pas discuter de la pertinence de cette fermeture, parce que c'est un problème de sécurité publique, mais le moment, parce qu'on a attendu quand même que les commerçants se déplacent pour aller fêter la Tabaski pour fermer, et en plus on s'est interrogé même sur les précautions. Est-ce que véritablement l'État a fait ce qu'il fallait faire? Toutes les conditions étaient réunies pour cette fermeture-là. Oui, vous savez que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mairie avait déjà informé l'ensemble des commerçants qu'ils devraient donc quitter l'île. Donc ce travail a été fait. Mais vous savez, en matière de sécurité publique, le moment n'est jamais trop tard. Parce que vous savez, un jour de plus peut engendrer des conséquences dramatiques pour le pays. Donc je crois que sur ces questions sécuritaires, il faut vraiment les traiter avec beaucoup de mesures. Et se dire simplement que l'État a agi pour sécuriser les commerçants, mais également sécuriser les citoyens qui travaillent qui venaient sur le site. Mais vous me permettez de dire une chose, parce que vous savez, la modernisation de nos marchés pose également la question de la modernisation de nos procédures même de faire du commerce au Sénégal. Vous voyez quelqu'un qui a aujourd'hui un magasin dans lequel il a 50 millions de francs, une valeur de 50 millions, et il ne souscrit pas à une assurance. Donc je pense également qu'il faudra que nos commerçants puissent prendre cette bonne habitude de souscrire à des assurances pour qu'en cas de sinistre de cette nature, qu'ils puissent être indemnisés conformément aux lois et règlements. Parce que nous sommes dans un pays où quand même l'ensemble des procédures d'indemnisation, de recouvrement sont également régies par des textes, par des lois. Et donc il n'appartient pas à l'État d'indemniser? Mais absolument pas. Vous savez, quand vous avez une affaire privée, vous gérez une affaire privée, les procédures vous dictent de souscrire à une assurance, naturellement. Et je pense que si l'État devait indemniser tous les citoyens qui étaient victimes de sinistres de cette nature, les moyens publics ne le permettraient pas. Je crois qu'il faut simplement déplorer ce qui s'est passé. Même si la responsabilité de l'État est engagée dans ce sinistre-là, non? Oui, vous savez, la responsabilité, ça c'est les questions juridiques, c'est la justice après enquête qui va déterminer qui est responsable de quoi. Je crois que cette question-là, nous n'en sommes pas encore là. Mais je crois que de manière générale, quand on fait une affaire privée, une affaire commerciale, on doit souscrire à une assurance. Que ce soit du commerçant, que ce soit d'ailleurs un industriel, parce que vous avez également des industriels aussi qui ont des entreprises et ils n'ont pas souscrit à l'assurance nécessaire pour couvrir l'ensemble des investissements qui sont engagés. Donc c'est vraiment un appel que je voulais lancer par rapport à cette question précise si vous voulez, de l'assurance, de la protection de nos acteurs privés, parce que c'est eux qui créent la richesse et il est absolument important qu'en cas de sinistre de cette nature, qu'ils puissent recouvrer l'ensemble des fonds qu'ils ont investis. Il est également question de recaser ces marchands. On a vu que dans ce registre-là aussi, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de problèmes. Finalement, on a parlé du site de champ de course qui a été retenu, même s'il y a quelques réticences du côté des commerçants. Alors, c'est une mesure provisoire, mais à quel effet? Effectivement, quel est le schéma sur lequel vous travaillez? Et là, nous revenons sur le programme que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, le schéma sur lequel nous travaillons, c'est un schéma qui est très clair, que nous avons annoncé. Alors, je rappelle encore que la gestion du marché de Sandaga est du ressort de la ville de Dakar. Oui. Mais le schéma sur lequel nous travaillons, c'est le suivant. Tout d'abord, il fallait protéger les commerçants et les citoyens, donc évacuer le site. Nous avons choisi un site que vous avez évoqué, le champ de course, qui est un site provisoire. Mais présentement, aujourd'hui, la ville de Dakar travaille sur deux projets importants. Le premier, bien sûr en collaboration avec le gouvernement, le premier projet important, c'est le site de Petersen, qui doit être construit pour abriter plus de 10 000 cantines destinées aux marchands de Sandaga. C'est le premier site. Le deuxième projet important sur lequel travaille la ville, et naturellement sur lequel nous aurons le soutien de l'État, c'est le projet Gates, qui consistera à construire un centre commercial ultramoderne sur 30 000 m² ici à Dakar, pour justement avoir toutes les commodités, comme cela se fait dans les centres commerciaux internationaux, dans les grandes
un pays. Où ça? Le site est ici à Dakar. Donc, actuellement, ils sont en train de négocier donc, les questions foncières. Donc, il y a un travail qui sera fait pour justement leur permettre d'acquérir. Parce que vous savez, la ville de Dakar, la malchance qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas de terres qui lui appartiennent en propre. Ils sont obligés de négocier des terres et de les acheter. Donc tout ça se fera ici à Dakar pour abriter les commerçants. Et ce projet-là, naturellement, entre parfaitement dans le cadre de la stratégie que j'ai évoquée tout à l'heure, de réhabilitation et modernisation de nos marchés. Et j'invite d'ailleurs toutes les grandes villes du Sénégal à s'inspirer de ce modèle. Puisque pour le projet Gates, la ville de Dakar va aller sur le marché financier pour chercher 40 millions de dollars, pratiquement plus de 20 milliards. Donc je crois également qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, qui permet aujourd'hui, qui va donner plus d'autonomie financière, mais également d'autonomie de management des collectivités locales, ça leur permettra d'aller sur le marché financier, accompagné par l'État pour pouvoir justement mobiliser des fonds et construire des centres commerciaux ultramodernes. C'est ça la finalité. Donc, héberger provisoirement ceux qui ont quitté leur magasin, mais également accélérer la procédure justement de construction de ces sites-là. Et le marché Sandaga dans cette histoire-là, alors le marché Sandaga va devenir, on va retaper et laisser comme tel, ou alors ça va être un centre commercial moderne comme les autres? Comme je vous dis, l'État travaille avec la ville de Dakar, puisque la ville a un projet, mais vous savez également que le marché Sandaga fait partie également du patrimoine historique de Dakar. La culture également aussi travaille sur ces questions. Donc nous allons arriver à avoir un consensus qui permet justement de maintenir les acquis, mais en permettant aussi à la ville de Dakar justement de pouvoir travailler de concert pour l'intérêt des de concert avec le gouvernement pour l'intérêt des populations donc de Dakar. Donc, mais ce projet n'a pas encore finalisé. Je pense que dans les prochaines semaines, quand on aura résolu l'ensemble des problèmes en cours, on arrivera justement sur le projet qui sera finalement adopté pour le site de Sandaga. On a entendu dans ce débat des voix privées s'exprimer parlant effectivement de la construction de ces centres commerciaux modernes, disant effectivement que l'État doit les associer ou même les laisser construire ces centres commerciaux. Est-ce que l'affaire sera entre l'État et les collectivités locales et la mairie de Dakar, ou alors des privés seront impliqués carrément? Oui, un partenariat public-privé justement est totalement souhaité dans ce type de projet, parce qu'il n'appartient pas à l'État justement de gérer les marchés. C'est au privé, c'est aux opérateurs qui justement vont le faire. D'ailleurs, je dois rappeler, prenez le cas du site de Diamniadio. Aujourd'hui, là où vous allez avoir le centre de conférence internationale de la francophonie, vous allez avoir également un très grand marché donc, qui va être entre la ville de Dakar et la ville de Thiès. Donc, nous lançons justement un appel très très fort pour que l'ensemble de ces privés justement qui ont des projets porteurs puissent voir avec les cultures locales concernées, avec justement le gouvernement, trouver la meilleure formule qui puisse permettre justement à l'État du Sénégal de pouvoir mettre à la disposition de nos concitoyens des sites de commerce sécurisés, mais également qui respectent toutes les normes de commodité. Parce qu'on va en parler tout à l'heure quand on parle de l'entrepreneuriat, parce qu'il faut rappeler quand même que nous avons un vaste chantier, le Premier ministre l'a évoqué lors de sa déclaration politique générale, un vaste chantier de production nationale, un vaste chantier de valorisation de la production nationale, de la création de valeur ajoutée. Et je crois que tout ça, lié au marché moderne, va nous permettre justement de permettre à ce que le commerce, qu'on puisse intervenir sur toute la chaîne de valeur. Parce que tant qu'on est uniquement dans la dernière chaîne de valeur, c'est-à-dire on ne fait que vendre les produits des autres, on ne crée pas suffisamment de richesse. Et l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à ce que du début à la fin de la production à la commercialisation, que nous puissions être présents sur tous les segments où le Sénégal a un potentiel réel et le valoriser. C'est ça qui créera de richesse, c'est ça qui créera des emplois. D'accord. Alors, toute cette histoire, monsieur le ministre, met en lumière l'importance du secteur informel, parce qu'on a vu qu'au-delà des marchands de Sandaga, d'autres sont touchés, les mécaniciens qui vont être déguerpis des champs de course. Un problème donc général et complexe. Le secteur privé, je le rappelle, avec des éléments chiffrés, contribue à hauteur de 55% du PIB. C'est un levier attractif pour la plupart de ces jeunes, des milliers qui aujourd'hui ne travaillent pas dans le secteur structuré. On a envie de vous demander qu'est-ce que vous allez faire justement avec ces jeunes-là? Quelle est la vision, en quelque sorte, que vous avez pour formaliser un peu tout cela? Oui, tout d'abord, il faut rappeler que effectivement, le secteur informel contribue près de 44% à la construction du PIB national. Oui. Donc, c'est un secteur qui est extrêmement important dans la construction de la richesse au Sénégal. Oui. Alors, vous savez, le secteur informel, il y a plusieurs facteurs qui expliquent aujourd'hui on va dire, son ampleur. Et le gouvernement travaille sur plusieurs leviers. Alors, le premier levier, c'est d'abord dans l'immédiat. Dans l'immédiat, nous avons un certain nombre d'entre eux, ce qu'on appelle les tabliers ou les marchands ambulants, si on veut, qui ont aujourd'hui un problème d'emplacement. Et sur ce point précis, nous sommes en train de travailler avec la ville de Dakar pour que le site de Félix Eboué, qui leur est dédié, soit finalisé en janvier 2014. Et ce site va composer 5880 cantines destinées aux tabliers, aux marchands ambulants qui ont été enlevés de Sandaga. Donc, dans l'immédiat, nous travaillons sur ce secteur précis, le recasement. Mais ce n'est pas le seul point sur lequel nous travaillons.
Nous travaillons également sur les sites, on va dire, les régions grands pourvoyeurs de marchands ambulants. Parce que vous savez, la plupart de ces jeunes, c'est des jeunes qui n'arrivent plus à opérer dans le milieu agricole, puisque l'agriculture a été sinistrée, les entreprises ont été sinistrées. Donc, sur les sites ou les régions dans lesquelles habitent ces jeunes-là, construire à partir de 2014 ce qu'on appelle les DAC, les domaines agricoles communautaires. Pour les fixer. Pour les fixer. Parce que si vous voulez, si vous restez seulement à Dakar et réglez l'urgence, ça va déborder, on n'arrivera pas à des solutions. C'est également arriver à construire solidement dans les régions des territoires où il y a un potentiel qui est valorisé. Non seulement les fixer, créer donc des domaines agricoles communautaires, mais on ne s'arrête pas là. Le troisième levier sur lequel travaille le gouvernement, c'est la transformation. Et nous avons aujourd'hui 2 projets majeurs au niveau du ministère. Le premier, c'est l'acquisition de plus de 1000 unités de transformation agroalimentaire qui, dans chacun des départements du Sénégal, va exploiter les potentialités qui sont là-bas pour pouvoir justement les transformer, apporter de la valeur ajoutée. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur les marchés. Fixer les jeunes pour produire, mais également leur permettre de commercialiser et d'apporter de la valeur ajoutée. C'est ça qui nous permettra justement à ce que ceux qui veulent faire purement du commerce, mais qui arrivent justement à maîtriser la chaîne de production, puissent être des acteurs économiques viables. Parce que la plupart de ces acteurs du secteur informel, ce qu'ils gagnent, c'est souvent des salaires de misère. Mais ce que le gouvernement veut, c'est que justement, qu'ils puissent être sur des segments qui leur permettent justement d'avoir le maximum de valeur. Je donne simplement quelques exemples pour terminer sur ce sujet. Voyez-vous, au Sénégal, nous importons des jus de fruits, certains jus de fruits. Ou même, j'allais dire, de la poudre, par exemple, d'oignon. C'est un exemple classique qui est utilisé dans les bouillons. Mais regardez, nous avons parfois un problème de commercialisation de nos oignons dans la vallée ou dans les Niayes. Et en même temps, le Sénégal importe la poudre d'oignon. Donc l'objectif du gouvernement, pour prendre seulement cet exemple-là, c'est d'arriver justement à fixer les jeunes qui sont dans le milieu agricole, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient à l'étranger, qui sont rentrés aujourd'hui à Podor et qui ont des périmètres de l'oignon. Donc arriver donc à leur permettre donc de produire, mais également d'avoir des unités de transformation qui permettent justement d'apporter de la valeur ajoutée, mais aussi aller sur le marché sous-régional. Donc, en résumé, pour le secteur informel, j'ai pris simplement le cas des marchands, vous avez le premier cas qui est l'immédiateté, c'est-à-dire ce qui est dans l'urgence, apporter des solutions locales. J'ai parlé de la ville de Dakar, mais nous voulons également la ville de Kaolack, la ville de Thiès, parce que le secteur informel, ce n'est pas seulement à Dakar. Donc, arriver justement à recaser ces éléments-là. Et le gouvernement travaille à travers l'agence ANAMA, qui est justement en contact permanent avec la ville de Dakar, la ville de Pékin, la ville de Guédiawaye, pour justement recaser ces jeunes qui n'ont pas d'espace. Le deuxième élément, c'est leur permettre d'avoir donc de la production réelle. Et le troisième élément, c'est transformer pour apporter de la valeur ajoutée. D'accord. Encore faut-il que ces jeunes-là, ces milliers de jeunes, ces millions même, on va dire, comprennent cela, comprennent que effectivement l'enjeu, c'est de rester en milieu rural et de travailler, de produire là-bas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au niveau de la direction des PME, dirigée par Moustapha Ali, le gouvernement travaille à la mise en place de centres justement techniques régionaux pour justement accompagner, faire la sensibilisation au niveau des chambres consulaires pour permettre justement et dire à cette jeunesse que c'est dans le développement de notre territoire que nous pouvons développer le Sénégal. Parce que sinon, en important simplement des produits, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons de la richesse ailleurs. Et nous ne sommes qu'au bout de la chaîne et naturellement nous n'arrivons pas à exploiter tout le potentiel que nous avons. Alors s'il en est ainsi, c'est parce que certainement l'entrepreneuriat que vous gérez également ne dégage pas un profil qui attire, qui incite en tout cas à la création d'emplois, emplois structurés. On l'a vu, l'offre d'emploi est de loin inférieure à la demande et beaucoup même d'entreprises sont aujourd'hui en difficulté. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de votre activité quotidienne pour effectivement rendre l'entrepreneuriat attractif? Oui, quand vous parlez entrepreneuriat, vous parlez emploi nécessairement. Donc je voulais dire un mot par rapport à l'emploi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour dire d'abord que le gouvernement a commencé, entre guillemets, par balayer devant sa porte. En faisant quoi? D'abord en recrutant plus de 6000 jeunes dans la fonction publique. Donc, le gouvernement a créé des emplois. Bien en recrutant, non mais j'arrive justement. Non, j'arrive. À la demande. Non, j'arrive. J'arrive en créant également l'agence de sécurité de proximité qui va recruter également 10 000 jeunes. Mais je dois rappeler que le rôle du gouvernement n'est pas de recruter l'ensemble de sa jeunesse. Mais c'est pour donner le signal, parce que le gouvernement, quand même, il donne l'impulsion. Mais cela dit, quand vous prenez l'entreprise sénégalaise, la petite PME, quels sont ses problèmes? Le premier problème, c'est l'accès à la commande. J'allais même dire de manière générale, mais à la commande publique. Le Premier ministre l'a annoncé lors de sa déclaration publique générale, le gouvernement a décidé
que 25% de la commande publique seront affectés par voie légale à la petite et moyenne entreprise. Donc ça veut dire que nous allons modifier le code des marchés pour que 25% de la commande publique, qui fait quand même 250 milliards par an, parce que l'État commande pour 1000 milliards, 250 milliards par an soient affectés à la petite et moyenne entreprise. Ça, nous allons le faire courant 2014. Donc cela veut dire simplement que le gouvernement également crée un espace pour attirer les petites et moyennes entreprises, donc la commande publique. Le deuxième problème qu'ont les petites et moyennes entreprises, c'est l'accès au financement. Et là aussi, le gouvernement a mis en place la BNDE, le FONGIP, le Fonds 6, et tous ces instruments-là, justement, pour apporter et du fonds de roulement et de la garantie à ces petites et moyennes entreprises. Donc, le financement. Le troisième, qui est également extrêmement important, c'est l'accès aux fonciers ou l'accès aux services non financiers. Quand vous prenez aujourd'hui une petite et moyenne entreprise, ici au centre de Dakar, il paye excessivement cher. Donc, c'est en aménageant justement certaines zones, comme la zone de Diamniadio, comme la zone de Lac Rose, avec la nouvelle ville, comme les aménagements dans les nouveaux pôles urbains. Donc, là aussi, le gouvernement, en lançant ces grands chantiers, crée également un espace où les entreprises peuvent également venir résider à des coûts compétitifs. Mais tout cela, nous le faisons en améliorant fortement l'environnement des affaires. Il est vrai qu'il y a encore des efforts à faire. Tout cela aussi, on le fait également en améliorant les services à l'énergie. On va en parler tout à l'heure. Vous avez tous suivi ce que le Premier ministre a dit sur les projets qui sont en cours, où nous allons, à partir de 2016, mettre plus de 500 MW sur le marché. Pour permettre justement à ce que la PME qui paye le kilowatt entre 120 francs CFA et 180 francs puisse l'avoir entre 60 francs et 80 francs. Donc tous ces éléments-là, justement, c'est pour réduire le coût des facteurs de production et permettre justement aux PME d'être compétitifs. Parce que la compétitivité est un élément essentiel dans la gestion de l'entreprise. La compétitivité aussi, c'est, vous avez dit tout à l'heure la question de la commande publique, mais c'est de changer aussi ce modèle d'entrepreneuriat qui lie souvent et directement les entreprises aux finances publiques. C'est un modèle quand même à changer. Au lieu d'améliorer un peu la situation dans la commande publique, changer complètement le modèle, le profil en tout cas de l'entrepreneuriat. Oui, justement, parce que vous savez, le Sénégal travaille aujourd'hui sur un certain nombre de... Donc, je parle de l'environnement des affaires, mais je n'ai pas détaillé. Quand on prend l'environnement des affaires aujourd'hui, la création d'une entreprise aujourd'hui au Sénégal, elle se fait en 48 heures. Donc la PIX a fait un travail remarquable. Donc ça veut dire que le gouvernement, l'État du Sénégal a fait des efforts dans la création d'entreprises. Vous savez, quand on analyse l'environnement des affaires, ou comme disent les Anglais, la facilité de doing business, pour revenir à ce mot. Mais l'environnement des affaires, c'est tous ces facteurs-là. Le délai que vous mettez en place pour créer une entreprise, c'est également les coûts ou le délai que vous mettez pour vous raccorder à l'électricité. C'est également des coûts comme la facilité d'avoir un prêt bancaire. Donc tous ces éléments que j'ai dit concourent justement à cela. On peut en laisser d'autres. Les questions de contentieux, des contentieux commerciaux. Est-ce que tous les éléments effectivement sont réunis? Non, justement, il y a un travail qui est à faire. Par exemple, si aujourd'hui, le classement Doing Business est révélateur. Oui. Au-delà de la critique qu'on peut faire sur tout critère de classement, le gouvernement a pris cela avec beaucoup de mesures et naturellement avec beaucoup de responsabilités. Et nous allons justement regarder dans les critiques qui nous ont faites, qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Il y a déjà un travail qui a été fait. Mais je vous donne quelques exemples. Si vous prenez aujourd'hui la question des contentieux commerciaux, qui font partie des critères, des 10 critères de mesure du Doing Business, parce qu'il y en a 10. Le gouvernement a décidé que nos magistrats vont bénéficier davantage de formation sur les questions commerciales. Pour permettre justement à ce que les délais des contentieux commerciaux puissent être réduits. Mais quand vous prenez la facilité pour une entreprise d'accéder à un prêt bancaire, mais c'est un critère du doing business. Mais le gouvernement ne peut le faire qu'en collaboration avec le privé, notamment avec le secteur bancaire. Donc nous lançons donc de grands chantiers, comme le FONGIP, comme le Fonds 6, mais nous avons également besoin d'associer le secteur privé pour justement arriver à ce que ces éléments-là soient faits. J'ai parlé également du permis de construire, sur lequel vous savez que le guichet unique va être lancé dans les prochaines semaines pour permettre justement à ce que, parce que c'est un critère important dans le doing business, que ce permis de construire puisse être facilité pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises managériales. Donc, c'est pour vous dire que sur l'ensemble des 10 critères qui sont aujourd'hui évoqués par le doing business, il y a un travail qui a été fait, mais il y a un travail qui continue à être fait pour justement améliorer l'environnement des affaires, puisque, et je vous ramène toujours à la déclaration politique générale du Premier ministre, qui avait reconnu que malgré le potentiel du Sénégal, stabilité politique, solidité des institutions, notre positionnement géographique, nous n'avons pas encore atteint le niveau requis pour attirer le maximum d'investissements étrangers nous permettant donc de décoller. Donc, nous avons travaillé et 2015 a été une année qui a été fixée par le Premier ministre pour justement faire les efforts les plus importants pour l'ensemble de ces 10 critères, que nous puissions les justement améliorer. Et au prochain classement, naturellement, le Sénégal devrait le faire. Mais ce n'est pas seulement le gouvernement qui le fait, mais c'est
gouvernement, avec le secteur privé, avec les Sénégalais et l'ensemble des entrepreneurs qui justement doivent travailler sur la question de l'amélioration de l'environnement des affaires. Oui, mais c'est au gouvernement évidemment de créer les conditions, le cadre pour rendre l'entreprise sénégalaise compétitive. Absolument, mais le gouvernement, comme je vous dis, il y a des politiques sectorielles que nous avons engagées, notamment le cas de l'énergie, parce que quand vous allez passer, au lieu de payer 180 francs le kilowatt, vous le payez à 60 francs ou 80 francs, naturellement, ça améliore fortement la compétitivité. Donc, c'est un travail qui est très important. Mais vous savez également que le gouvernement travaille sur la loi CET, construction, exploitation et transfert, qui permettra justement à ce que de grands investisseurs puissent venir construire, par exemple, des autoroutes, comme ça se fait avec l'autoroute APH, ou des chemins de fer avec l'État du Sénégal dans des délais courts et qui permettront justement d'exploiter pendant un certain temps et de transférer à l'État. Donc, toutes ces questions-là aujourd'hui sont en cours. Aujourd'hui, le ministère chargé des investissements travaille fortement avec le secteur privé sur ces projets de loi. Et c'est ça qui permettra justement à ce que l'environnement des affaires puisse être amélioré, permettre à nos PME justement... Et justement, parmi vos défis, éviter que des entreprises sénégalaises ferment. Vous allez éviter. Mais vous allez relever le défi quand même. Parce qu'il y en a eu 300, on chiffre à 300 ces derniers temps. Oui, je voudrais quand même vous dire et dire aux Sénégalais qui nous écoutent, qui le savent, qu'une entreprise c'est comme un être humain. Il a un cycle de vie. Elle vit, elle grandit, elle meurt et d'autres sont créées. Parce que quand on parle des entreprises qui meurent, il faut également parler des entreprises qui sont créées. Quand vous allez aujourd'hui à l'APIX, plus de 700 entreprises sont créées dans l'année. Donc je crois qu'il faut donner quand même les deux éléments. Les entreprises qui meurent, nous le déplorons. Mais quelle est la structure de ces entreprises-là? Qu'est-ce qu'elles faisaient exactement? Sur quel marché elles étaient positionnés? Cette question-là, on peut la traiter dans un autre cadre. Mais également, il faut voir quelles sont les entreprises qui sont créées. Quels sont les Sénégalais qui ont créé des entreprises? Je dois rappeler qu'au Sénégal, le PIB a augmenté en 2012. Je vous donne quelques exemples. Si vous prenez aujourd'hui les chiffres de l'ANSD, qu'on ne peut pas quand même soupçonner de parti pris. Le plus grand montant du PIB trimestriel en 2011, donc avant l'arrivée de Macky Sall, était en décembre 2011. Je vais vous donner donc les chiffres pour ne pas... Alors, le chiffre donc en décembre 2011 était de 1348 milliards trimestriels, PIB trimestriel. C'était le plus élevé. En 2012, donc en décembre 2012, de l'année dernière, nous avons 1418 milliards de PIB trimestriel. Donc, la richesse du Sénégal a augmenté. Et ça, qu'est-ce qui le fait? Bien sûr, l'État en partie, mais c'est également le secteur privé. Donc, ça veut dire qu'il y a également des Sénégalais et des étrangers qui croient en l'environnement des affaires au Sénégal et qui continuent à investir et à augmenter la richesse au Sénégal. Donc, nous déplorons la perte d'entreprises, mais il faut savoir que dans la règle normale de création des entreprises, il y a des entreprises qui sont créées, il y a des entreprises qui meurent, malheureusement. Mais le gouvernement travaille à ce qu'il y ait le maximum d'entreprises compétitives sur les segments où le Sénégal a de la valeur ajoutée. Et je dois rappeler quand même que, peut-être vous allez l'évoquer tout à l'heure, le Sénégal est dans un environnement qu'on appelle la CEDEAO, qui est un espace commercial, un espace, j'allais dire, économique, où nous allons avoir beaucoup d'opportunités, mais nous allons avoir beaucoup de compétition. Et nous avons besoin justement à ce que nos entreprises dans cet espace-là puissent avoir le maximum de compétitivité. Sinon, le risque, c'est que le Sénégal soit un espace où on ne fait que vendre les produits qui sont fabriqués ailleurs. Et je crois que c'est cela... Avec le tarif extérieur. Mais c'est cela justement qui est le risque. Et le gouvernement, avec le secteur privé, justement, travaille à améliorer la compétitivité de nos entreprises, en améliorant le coût des facteurs de production, en améliorant le profil du capital humain à travers la formation professionnelle. Ça explique également la politique que nous menons aussi au niveau de la formation professionnelle. Donc tous ces éléments-là concourent justement à mettre en place au Sénégal un espace où l'entreprise sera compétitive et mettra en place des produits de qualité qui puissent être défendus valablement, non seulement au niveau de la sous-région, mais aussi au niveau des marchés internationaux. Donc vous travaillez à la compétitivité en gros de l'économie sénégalaise sur le marché sous-régional, en vue bien sûr de ces projets qui ont été annoncés récemment dans le cadre du sommet de la CEDEAO. Absolument. Parce que vous savez, M. Oumar Gningue, vous savez que le Sénégal exporte 44% de ses exportations dans la sous-région, en Afrique, pratiquement près de 500 milliards de francs. Et nous était le niveau très élevé de produits pétroliers que nous importons du Nigeria, le Sénégal aurait été excédentaire. Notre balance commerciale aurait été excédentaire dans la sous-région. Et je dois rappeler que le Mali, c'est notre premier client, plus de 150 milliards commercialisés avec ce pays. Et les 70% de nos exportations, pour vous donner simplement l'indication de l'importance justement de la sous-région, les 70% de nos exportations dans la sous-région sont faites par pratiquement 4 pays. Le Mali, la Guinée, la Gambie et la Côte d'Ivoire.
vous avez 15 pays dans la CEDEAO. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 11 autres pays sur lesquels le Sénégal a des efforts à faire pour améliorer sa compétitivité, améliorer justement ses exportations. Et ça, c'est l'enjeu. Donc ça veut dire simplement que le potentiel de croissance que nous avons au niveau de la sous-région, il est énorme. Et récemment, vous avez tous suivi que le sommet des chefs d'État qui s'est passé ici à Dakar, qui a été un très grand succès diplomatique. Il faut vraiment féliciter le président Macky Sall qui a été vraiment plébiscité par ses pairs, mais également, comme vous savez tous, on lui a confié la responsabilité de superviser les négociations APE-Union européenne, qui est extrêmement important aussi pour l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi un enjeu très très important. Donc, cela veut dire simplement qu'il y a des acteurs économiques qui font confiance en notre leadership politique au niveau de la sous-région, mais il reste maintenant à construire fortement notre compétitivité nationale pour justement pouvoir tirer le maximum de profit de cet espace économique qui est extrêmement important. 300 millions de personnes, donc 300 millions de consommateurs, un PIB de pratiquement plus de 500 milliards de dollars, la CEDEAO, et pratiquement c'est le tiers du PIB au niveau du continent africain. Donc, nous sommes dans un marché qui connaît une très grande croissance, parce que plus de 6% de croissance au niveau de la CEDEAO. Donc le Sénégal est dans un espace où vraiment il y a beaucoup d'atouts à prendre. Et c'est pourquoi j'invite encore une fois nos secteurs privés à se mobiliser autour du gouvernement pour justement arriver à faciliter, à améliorer cet environnement des affaires et permettre justement à ces entreprises de pouvoir faire mieux que ce qu'ils font. Parce que les 500 milliards d'exportations sont les entreprises sénégalaises qui le font dans la sous-région. Et donc, si on les accompagne davantage, naturellement, ils feront encore beaucoup plus. Vous avez relevé dans votre propos un autre enjeu, les APE, les accords de partenariat économique, qui vont être supervisés par le Sénégal via son président Macky Sall. Absolument. Alors ici, quel est le schéma sur lequel vous travaillez? Est-ce que le travail a déjà commencé? Oui, bien sûr, le travail a commencé. Le travail a commencé depuis 10 ans, vous le savez. Et le président Macky Sall a, justement, lors du sommet extraordinaire, j'ai eu le privilège de l'accompagner lors du huis clos avec les chefs d'État africains, apporter des messages extrêmement forts dans ce secteur précis. Pour dire, on va dire 3 choses. La première, c'est d'abord, il faut que les APE soient un instrument de développement pour nos économies. Il n'est pas question que les APE soient un instrument de destruction de nos économies. Donc, le président l'a porté de manière très forte. Il faut également que l'Union européenne fasse preuve de flexibilité sur certains points qui sont aujourd'hui en suspens, qui sont aujourd'hui bloqués, parce qu'il y a 4 points de blocage. Le premier, c'est le niveau de financement de nos entreprises. Parce que quand on doit signer des engagements, il va falloir accompagner les entreprises vers la compétitivité. Donc ce qu'on appelle le PAPED. Aujourd'hui, pour être bref, l'Afrique de l'Ouest demande 15 milliards d'euros et l'Europe propose 6,5 milliards d'euros. Nous pensons qu'on peut trouver une convergence. Le deuxième point de blocage, c'est ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Où, on va dire en résumé, si le Sénégal signe des accords avec un autre pays, quel que soit le niveau, il faut que l'Union européenne bénéficie de cet élément. Donc la clause NPF qui est également un élément. Il y a également aussi un autre élément aujourd'hui de blocage qui est ce qu'on appelle la clause de non-exécution, où on risque d'introduire dans la question des APE des questions d'ordre politique ou de gouvernance. Là, l'Afrique est très réservée sur cette question-là et nous l'avons également dit à nos partenaires européens. Le dernier élément, c'est la question des subventions agricoles. C'est également une discussion. Donc, ce sont ces questions-là aujourd'hui qui sont en train de discuter et le président de la République, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ses pairs leur confient la responsabilité de superviser ces négociations. Et nous sommes tout à fait convaincus que, naturellement, il aboutira en succès parce qu'il bénéficie de l'écoute de l'Union européenne, de la confiance de ses pairs africains. Et naturellement, ça permettra aux experts qui ont travaillé depuis 10 ans et qui ont aujourd'hui des limites objectives de pouvoir justement s'adosser sur ce soutien politique très important du président Macky Sall pour justement leur permettre de pouvoir avancer sur la question. Je dois rappeler quand même, sur les APE, nous avons 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui aujourd'hui sont sur des accords intérimaires et qui ont on va dire un deadline le 1er octobre 2014. Ou s'ils ne signent pas d'ici là, ils risquent d'avoir justement ne plus avoir à accéder au marché européen. Or, vous savez que ces pays-là ont pratiquement plus de la moitié de l'exportation vers l'Union européenne. Et donc c'est une question majeure. Donc si les chefs d'État africains confient un dossier aussi sensible au chef d'État Macky Sall, c'est parce que simplement ils ont foi que nous allons trouver un accord et une solution dans l'intérêt du développement de l'Afrique. Et c'est pourquoi je voulais vraiment rassurer la société civile pour le dire simplement que la position du Sénégal, c'est une position qui fait des APE un instrument de développement pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, mais également améliorer notre capacité d'offre sur le marché européen. D'accord. Retour au marché national, les prix des denrées de première nécessité, c'est vrai. Il y a eu des mesures de baisse en 2012, en mai dernier, une mesure d'homologation, mais on voit que toujours ces mesures peinent à impacter un peu sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. Les gens le disent, le répètent, la vie est encore chère. Oui, Omar, moi je voudrais toujours
me référer aux chiffres officiels qui mesurent quoi? Qui mesurent ce qu'on appelle l'indice de la consommation. Vous savez, si vous prenez les mesures que nous avons prises, je reviendrai tout à l'heure sur les mesures parce que ces mesures de baisse entrent dans ce qu'on appelle un paquet de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs sénégalais. Oui. Mais si vous prenez les prix à la consommation, au premier trimestre 2013, les prix ont baissé de 1,9%. Je prends les chiffres de la NSTN. Oui. Les prix ont baissé de 1,9%, de moins 1,9%. Au deuxième trimestre 2013, ils ont également baissé de moins 0,8%. Au troisième trimestre, il y a une légère hausse de 1,9% due nécessairement au fait de l'hivernage et les produits, parce que vous savez, c'est la fin de la campagne maraîchère, donc la baisse des prix des légumes. Donc, dans la réalité économique, les prix ont baissé. Quel est le problème alors? Mais justement, qu'est-ce que nous avons fait? Je vais revenir sur ça. Parce que vous savez, il y a des discussions politiciennes et moi je parle des éléments objectifs et les Sénégalais peuvent le constater. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour préserver le pouvoir d'achat des Sénégalais? Le premier, c'est d'abord sur la fiscalité. La fiscalité des salaires. Au Manning, je ne veux pas déflorer un secret, j'espère que je ne vais pas vous déranger. Vous, fonctionnaires de l'État, vous avez vu que vos salaires ont augmenté. Tous ceux qui ont un salaire au Sénégal ont vu le salaire augmenter. L'impôt a baissé. Parce que l'impôt a baissé. Donc ça, c'est des augmentations de 14 000 à 90 000 francs par personne salariée au Sénégal. Donc ça, c'est une réalité objective que tout Sénégalais peut vérifier. Le deuxième élément, c'est sur les pensions de retraite. Augmentées, revalorisées à plus de 10%. Oui. Ça a coûté 44 milliards de francs à la caisse publique, que le gouvernement aurait pu prendre, mais qu'il a remis. Donc c'est comme si le gouvernement avait sorti un chèque de 44 milliards qu'il a remis aux Sénégalais. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément maintenant, c'est que vous avez évoqué, c'est la baisse des prix. En fait, c'est la baisse ou la stabilisation des prix, parce que c'est deux choses que nous faisons. Le gouvernement ne baisse pas tout azimut. Le gouvernement part sur la base de la structure des prix, en rapport avec les secteurs privés, l'ensemble des services de l'État. Regarde la structure des prix et regarde là où il y a des dysfonctionnements et en concertation, travaille sur sa baisse, quand c'est possible. Nous l'avons fait sur le riz, sur le sucre cristallisé, nous l'avons également fait sur l'huile et sur le lait. Et donc ça, nous le faisons en collaboration avec l'ensemble des acteurs. Mais il y a d'autres produits sur lesquels on n'a pas opéré une baisse, mais pour lesquels on a stabilisé le produit. Parce que je dois rappeler quand même que l'inflation, quand le Macky Sall venait en mars 2012, mais l'inflation était à plus de 2%, 2,8%. Aujourd'hui, vous parlez d'inflation de 0,1%, 1%. Donc cela veut dire simplement que non seulement nous avons baissé les prix sur les denrées essentielles, parce que nous avons listé ce qu'on appelle le panier de la ménagère, nous avons baissé sur les denrées essentielles et donc nous les avons stabilisés. Pour permettre justement à ce que celui qui a un salaire puisse justement préserver son pouvoir d'achat. Mais le troisième élément, et permettez-moi de terminer, parce que c'est le point, j'allais dire, le plus important. Sur la fiscalité, j'ai évoqué, sur la baisse, mais c'est la production nationale. Parce que M. Omar Nying et les Sénégalais doivent tous le comprendre. Tant que ce que nous mangeons, nous ne le produisons pas au Sénégal, il ne faut pas s'étonner demain que nous n'ayons pas une maîtrise sur la hausse de certains de ces produits. C'est la raison pour laquelle le gouvernement engage justement un vaste chantier de production nationale. 2017, autosuffisance, 3 points. 2017, autosuffisance en riz, 1 million de tonnes. Parce que 1 million de tonnes, ça nous fait 300 milliards de francs. Donc 300 milliards, chaque année, le Sénégal met sur le marché international pour acheter du riz. L'autosuffisance en riz nous permettra simplement que ces 300 milliards puissent entrer dans les poches des paysans. Donc, autosuffisance en riz. Autosuffisance en sucre. C'est l'engagement sur lequel travaille aujourd'hui le gouvernement avec la compagnie sucrière et d'autres acteurs. Mais c'est également autosuffisance sur l'oignon, sur la tomate, sur la pomme de terre, qui sont aujourd'hui, qui ont été annoncés lors de la déclaration politique générale de Mme Aminata Touré, mais également qui font partie des cahiers des charges du ministère de l'Agriculture. Donc, ces trois chantiers-là, c'est ça qui nous permet justement de préserver le pouvoir d'achat. Absolument. Ça, c'est à l'horizon 2017, vous l'avez dit. Mais dans l'immédiat, c'est vrai, objectivement, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises dans le cadre de soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais. Mais où est le problème? C'est ça la question. Pourquoi, malgré tous ces efforts-là du gouvernement, les ménages continuent de dire que les choses coûtent encore cher? Oui, évidemment, vous avez 15 produits. Nous avons travaillé sur 4 produits. Mais j'ai dit tout à l'heure quand même, celui qui a acheté le kilo de riz à 350 francs en mars 2012, le paye le riz brisé à 260 francs. Ça, c'est une réalité objective que personne ne peut dire. Celui qui a acheté le kilo d'huile, le litre d'huile, pardon, à 1200 francs, l'achète maintenant à 900 francs. Celui qui a acheté le sucre cristallisé à plus de 600 francs, l'achète aujourd'hui à 575 francs. Ça, c'est la réalité. Mais j'ai dit tout à l'heure que le chantier que le gouvernement a engagé de production nationale, c'est justement pour arriver à ce que demain, parce que quand même, il faut voir d'où est-ce que nous venons quand même. On a fait 2 ans. Le chantier que nous avons engagé, c'est d'arriver justement à avoir une autosuffisance alimentaire, à une promotion du consommé local et permettre justement à ce que le Sénégal ait une maîtrise sur l'ensemble de sa consommation. C'est un chantier, naturellement, qui n'est pas encore achevé. Et nous pensons que, à travers les différentes politiques sectorielles que je vous ai annoncées tout à l'heure, naturellement, nous allons y arriver.
D'accord. Donc, autosuffisance en riz, en sucre et autres produits, ça, c'est des chantiers à venir. Mais dans le cadre de ce chantier, ou de ces chantiers de production nationale, il y a certainement des priorités. Vous avez évoqué le riz, le sucre, mais certainement d'autres. Il n'y a pas que le riz et le sucre. Oui, absolument. D'autres filières prioritaires. Absolument, non. Parce qu'il y a des dossiers pour le moment qui ne sont pas achevés, donc sur lesquels on a préféré ne pas nous prononcer. C'est le cas du savon, je peux en citer. C'est le cas du fer, qui est utilisé dans les matériaux de construction, parce que tout ça également fait partie de... C'est le cas également des produits de télécommunication, comme les cartes téléphoniques, tous ces éléments. Nous avons un comité qui travaille en rapport, en collaboration. Pour baisser la consommation. Absolument, ouais. Pour baisser les prix. Donc tous ces éléments-là sont aujourd'hui en cours. Il y a une équipe extrêmement large qui est aujourd'hui, qu'on appelle le comité national de suivi des prix, qui est que je co-préside avec mon collègue des finances, naturellement, qui travaille sur, on va dire, les 15 produits qui constituent aujourd'hui le panier de la ménagère. Et naturellement, quand ces travaux-là seront achevés, et nous allons les présenter au public à travers le Conseil national de la consommation. Mais je dois rappeler quand même, pour rassurer quand même les industriels ou les entrepreneurs, pour leur dire simplement que le gouvernement également n'est pas là pour fragiliser le tissu industriel. Nous le faisons chaque fois que c'est possible, chaque fois que ça ne remet pas en cause la survie de nos entreprises, parce que ce sont les entreprises qui créent des emplois, qui créent de la richesse, donc naturellement nous le ferons avec eux, dans la concertation, mais en privilégiant à chaque fois l'intérêt national. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons, c'est ça le grand défi. Absolument. Madame le Premier ministre l'a rappelé l'autre jour lors de sa déclaration de politique générale. Au-delà des filières prioritaires, il y a aussi un problème, je veux dire, de perception dans la conscience des Sénégalais. Ce sera un autre défi à relever. Obliger ou mettre dans la tête carrément des Sénégalais que nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Notre bataille. Oui, non, notre conviction, c'est que quand les produits seront disponibles sur le marché, le consommateur, il est libre. Il peut continuer à choisir. Parce que vous savez, le gouvernement n'a pas décidé de subventionner le riz basmati. Celui qui va acheter le riz basmati, il l'achète au prix coûtant. Donc, le gouvernement travaille justement à mettre sur le marché des produits de grande qualité et naturellement le consommateur, un agent économique tout à fait avisé, va choisir le produit où il gagne en qualité mais également où il gagne également en prix. À partir de ce moment, la responsabilité de l'État est... Oui, mais il arrive un moment où c'est le consommateur et le marché qui vont agir. Mais je dois juste rappeler un autre produit qu'on a évoqué cette semaine dans la presse. C'est le cas de la banane sénégalaise. Moi, j'étais à Tambacounda la semaine dernière pour lancer la campagne de commercialisation de la banane. Figurez-vous que nous avons de braves Sénégalais, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui aujourd'hui produisent plus de 33 000 tonnes de bananes chaque année. La consommation est estimée à 60 000 tonnes. Donc plus de la moitié de la consommation nationale sont aujourd'hui faites par ces braves Sénégalais qui sont dans la région de Tambacounda, dans Gouloumbou, dans toutes ces zones-là. Mais le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est un problème d'emballage, de conservation, de transformation. Ils arrivent à écouler parce qu'ils ont plus de 3000 camions qui sillonnent le pays. Mais quand vous avez un camion de bananes non emballé, naturellement, les bananes sont blessées. Donc, le gouvernement a prévu justement, et le Premier ministre, Madame le Premier ministre l'a rappelé lors de sa déclaration politique, le gouvernement a prévu d'injecter 1,2 milliard de francs dans la filière de la banane pour justement les accompagner dans les outils de conservation, l'emballage, mais également la commercialisation. Pour leur permettre non seulement de couvrir le marché national, parce qu'ils ont un plan stratégique qui leur permet justement, avec un investissement sur 1000 hectares, de couvrir la totalité de la demande intérieure, mais surtout d'attaquer le marché international, notamment le marché de la banane bio, parce que vous savez qui explose aujourd'hui sur le marché mondial. Plus de 200 000 tonnes de bananes bio sont demandées à travers le monde. Naturellement, cette banane qui est cultivée bio pourra non seulement satisfaire le marché intérieur, mais également attaquer le marché international. Donc c'est pour nous dire simplement que nous travaillons sur le plan sectoriel, sur des produits extrêmement précis, où nous avons des Sénégalais qui sont déjà présents, qui n'ont besoin de soutien qui n'ont pas eu le soutien de quelqu'un et qui aujourd'hui arrivent à faire des miracles. Et je crois que ça montre également que le génie sénégalais est possible. Chaque fois que nous décidons de nous lancer sur les produits, naturellement nous avons des résultats. Je peux citer le cas de l'oignon aussi, nous avons 240 000 tonnes de produits, par de braves également sénégalais qui le font. Et tous les secteurs, quand le gouvernement crée le cadre qui permet justement à ce que le citoyen puisse être sécurisé dans son investissement, naturellement ça donne des résultats. D'accord. Alors beaucoup de défis, beaucoup de chantiers dans le commerce, l'entrepreneuriat et l'informel, mais nous allons devoir fermer le chapitre pour ouvrir un autre politique cette fois, parce que je rappelle que vous êtes le coordonnateur des cadres de l'AFP, l'Alliance des forces de progrès, un parti dirigé, comme on le sait, par le président Moustapha Agnès. Aujourd'hui, d'ailleurs, dont la succession est posée, même si on évite parfois le sujet. Alors, comment vous, en tant que patron des cadres de ce parti, vous voyez effectivement l'avenir de l'Alliance des forces de progrès sans
le président Moustapha Niasse? D'abord, je voulais regarder avec Moustapha Niasse à sa tête, qu'est-ce que ça donne sur le plan concret. Oumar Nying, Moustapha Niasse aujourd'hui a la confiance de la totalité des militants de l'AFP. Il a la confiance de l'ensemble de ses pairs députés, collègues députés, qui ne sont pas nécessairement des militants de l'AFP. Donc cela veut dire que le choix de l'AFP sur Moustapha Niasse est un bon choix. Les 150 députés de l'Assemblée nationale lui font confiance. Il a en plus la confiance de ses alliés de Benno Bokk Yakaar, en particulier le président de la République. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir un militant de cette envergure et considérer qu'il n'est pas bon. Donc Moustapha Niasse est un très bon militant de l'AFP, c'est un très bon secrétaire général de l'AFP. Donc aujourd'hui, et je veux quand même insister sur ce point-là, aujourd'hui, l'ensemble des militants de l'AFP font bloc autour de Moustapha Niasse pour dire simplement que ce parti apporte une contribution significative au développement actuellement du Sénégal et en alliance politique stratégique avec le président Macky Sall, parce que je dois rappeler quand même que Moustapha Niasse, lors de l'élection présidentielle, est arrivé 3e. Donc ça veut dire que les électeurs sénégalais ont validé comme étant un élément important du dispositif politique du Sénégal. Donc cette option stratégique de l'AFP, d'avoir Moustapha Niasse comme secrétaire général, d'être en alliance politique et stratégique avec le président Macky Sall, il discute avec Macky Sall sur l'ensemble des sujets qui interpellent le Sénégal. Et tous les Sénégalais peuvent constater qu'il a apporté une stabilité, une carrière internationale à l'Assemblée nationale. Et tous les députés le constatent. Donc je crois que sur cette question-là, je voudrais vraiment le dire avec force. Cela dit, la question de la succession, Moustapha Niasse, le moment venu, comme il a l'habitude de le faire, le posera en toute démocratie à l'intérieur de l'AFP. Et les militants de l'AFP, qui sont là depuis 2012 ans, qui ont lutté, qui ont participé à tous les combats politiques qui ont interpellé le Sénégal, le moment venu, regarderont parmi les militants de l'AFP ceux qui sont qualifiés, ceux qui respectent les options politiques et stratégiques de l'AFP, ceux qui accompagnent justement ce développement, parce que pour justement choisir parmi eux ceux qui vont les diriger. Mais je dois simplement vous dire, donner une petite information, certainement vous le savez, mais à l'attention de vos auditeurs. L'AFP, c'est plus de 2500 élus qui sont à travers le Sénégal, qui sont des maires, des présidents de conseils ruraux, des présidents de conseils régionaux, des députés à l'Assemblée nationale, moi qui vous parle, qui sont membres du gouvernement, plus de 2500 personnes, qui ont des responsabilités politiques très importantes au service de nos populations. Vous pensez que ce parti, c'est un parti vraiment qui peut se mettre là dans la presse publique, dans la place publique pour disserter de questions qui n'apportent aucune valeur ajoutée au développement du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous traitons ces questions. Mais des questions quand même d'importance qui vont venir. Mais justement, nous traitons ces questions, justement, nous les traitons en mettant en place deux principes. La responsabilité et la mesure. Oumar Nying, vous savez que Moustapha Niasse Abdoulaye Wade a eu à proposer à Moustapha Niasse 5 fois d'entrer dans son gouvernement, quand il l'a quitté en 2001. 5 fois. Il nous a proposé d'entrer dans son gouvernement 5 fois. Moustapha Niasse a refusé. Donc nous ne sommes pas un parti qui est obnubilé par les questions de patience ou de prestige. 5 fois après l'avoir limogé. Bien sûr, 5 fois. Et Moustapha Niasse a toujours refusé. Donc nous sommes bien placés pour savoir ce qui se passe dans ce pays. En plus, malheureusement au Sénégal, vous avez souvent de grands donneurs de leçons. Nous sommes là, nous sommes témoins de l'histoire depuis 12 ans. Tout ce qui s'est passé, nous le savons. Ceux qui défendent des principes pour le Sénégal, nous les connaissons. Moustapha Niasse en fait partie. Dernier élément. Quand le président Macky Sall venait de créer l'APR, dont il n'était même pas candidat, le premier responsable politique qu'il est allé voir, c'est Moustapha Niasse. Nous l'avons rencontré, nous l'avons reçu à la présidence de l'AFP. C'est un signal. Donc cela veut dire que ces deux personnalités-là, depuis très longtemps, travaillent ensemble et il y a un respect qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle donc cette alliance politique, non seulement elle est basée sur le respect des deux partis, il y a un très grand respect entre l'APR et l'AFP, entre Moustapha Niasse et Macky Sall, et nous le faisons, cette alliance, pour l'intérêt du Sénégal et l'intérêt de la coalition. C'est vrai pour l'intérêt du Sénégal, mais on a entendu le président Macky Sall dire qu'il souhaite aller avec vous, avec les alliés, le plus loin possible. Alors, à l'arrivée, parce que quand même vous êtes des formations politiques, chacun a son agenda et ses ambitions. À l'arrivée, qui va gagner dans cette histoire? Parce que vous êtes obligé en tant qu'allié, et là je suis dans un cadre général, entre guillemets, de rester tranquille. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, M. Oumar Nying, que depuis 12 ans, nous sommes sur l'espace politique. Nous avons reçu toutes sortes de propositions d'Abdoulaye Wade. Nous avons reçu toutes sortes de menaces. Nous avons reçu toutes sortes d'attaques. Et je dois également dire, avant de répondre à votre question, que l'AFP n'est pas un parti sur lequel on fait une opération publique d'achat. C'est un parti qui ne s'achète pas. C'est un parti qu'on ne peut pas faire imploser de l'intérieur. Et ça, c'est un message que j'adresse à tous ceux qui auraient cette intention-là. Peut-être il y en a pas, mais en tout cas, tous ceux qui auraient cette intention-là, parce que nous avons une capacité de lutte et de résistance que nous avons démontrée. Nous avons participé
à balayer le régime qui était là parce que tout simplement il n'était plus conforme à l'intérêt. Même sans Moustapha Niasse, ça ne va pas imploser. Mais vous savez, c'est des principes qui ont fondé l'AFP. D'accord. Maintenant, qui va gagner? Vous savez, la politique, je crois que si on considère que c'est le peuple qui doit gagner dans une opération politique, on n'a pas beaucoup de difficultés. Le président Macky Sall sait que Moustapha Niasse apporte quelque chose de positif à la coalition Benno Bokk Yakaar au développement du Sénégal. Il sait que l'AFP également apporte quelque chose de très très positif parce que nous avons des principes extrêmement importants de loyauté, de fidélité et de grandes compétences sur les dossiers qui nous sont confiés. D'accord. Parce que Moustapha Niasse, quand même, a été Premier ministre 2 fois au Sénégal. Il a été, quand même, dans le gouvernement Affaires étrangères du Sénégal pendant pratiquement 11 ans. Donc, l'expérience... C'est un grand monsieur, donc, ça, je veux dire, pas. Quand vous avez tout ça sur une table, je veux dire, il faut en tenir compte également dans les discussions qui sont menées par... C'est pourquoi, Oumar Nying, à l'AFP, nous ne participons pas à certains débats qui sont souvent... D'accord, mais c'est des débats quand même qu'on doit poser. Je pose par exemple la question... Parce que effectivement, il y a des échéances qui vont arriver, comme la présidentielle de 2017. De deux choses l'une, soit l'AFP présente une candidature, soit vous soutenez le président Macky Sall. Oui, mais en ce moment-là, le moment n'est pas encore venu. En ce moment-là, Moustapha Niasse Macky Sall, en tant que leader des deux partis, justement, discuteront. Et les partis discuteront, vous savez, il n'y a jamais eu péril en demeure. Le Sénégal a traversé combien de fois les élections présidentielles et nous sommes encore là. Je veux dire, il faut quand même faire confiance à ce peuple sénégalais qui s'est discerné, qui fait un choix, qui a fait un choix le 25 mars, il a choisi Macky Sall comme président de la République. Je crois qu'il y avait au moins plus de 12 candidats, 13 pour être plus. Et les Sénégalais ont choisi. Donc, la démocratie sénégalaise, elle fonctionne. L'AFP, dans les principes qui l'ont guidé jusqu'ici, continuera à y travailler sans avoir un agenda caché. Parce que nous travaillons en regardant dans les yeux nos partenaires, parce que nous sommes convaincus que nous apportons quelque chose au développement de ce pays. Et nous sommes tous mobilisés. Et l'AFP l'a même dit, nous construisons aujourd'hui une alliance au-delà des partis politiques autour du président Macky Sall, pour justement lui permettre de réussir son mandat, pour élargir, renforcer et densifier la coalition Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est notre travail aujourd'hui. Et ces questions-là ne sont pas du tout à l'ordre du jour. D'accord. Donc, en termes d'alliance politique, le fait pour le président un peu de ratisser large, parce on l'a vu consulter d'autres formations politiques, d'autres leaders, ça ne gêne pas la coalition Benno Bokk Yakaar? Absolument pas. L'AFP l'a dit, l'AFP considère que nous devons avoir des alliances politiques au-delà des partis politiques de Benno Bokk Yakaar, mais au-delà des partis politiques tout court. Mobiliser l'ensemble des forces sociales du pays autour du président de la République pour nous permettre de réussir son mandat. Mais vous savez, Oumar, pourquoi on a besoin de ça? Si vous prenez la question agricole, nous avons dit tout à l'heure, nous voulons produire 1 million de tonnes de riz en 2017. Mais une fois que l'État aura fait l'aménagement hydro-agricole, aura trouvé les financements, mais ce sont les Sénégalaises et les Sénégalais qui vont faire ce travail-là. Donc nous avons besoin de les mobiliser vers un tel projet. Je peux en lister d'autres, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Donc c'est pour dire simplement que cette mobilisation autour du président de la République a un objectif justement de lui permettre de réussir son mandat, parce que s'il réussit, c'est pour le peuple sénégalais. Nous ne sommes pas un parti politique qui passe son temps à faire des calculs machiavéliques. Nous n'en avons pas besoin, on n'en a pas eu besoin avant. Comme je vous dis tout à l'heure, Wade nous a fait toutes sortes de propositions. Nous avons toujours considéré que c'est en construisant le Sénégal, en faisant en sorte que le Sénégal devienne fort, que les partis politiques ont un avenir. Parce que si aujourd'hui la coalition Benno Bokk Yakaar, sur laquelle les Sénégalais ont beaucoup d'espoir, arrive par des comportements machiavéliques, politiciens, arrive à décevoir le peuple sénégalais, le risque c'est quoi? C'est justement que la politique déçoive complètement les Sénégalais. Oui, mais à l'interne, quand même, on note des débats qui pratiquement n'honorent pas une coalition qui la politique, a des ambitions pour ce pays. Moi, je vous parle de l'AFP. En tout cas, vous n'entendrez jamais l'AFP dans tel débat. Donc, je vous dis simplement, donc, si les Sénégalais sont déçus de cette coalition-là, qui a quand même obtenu plus de 65% des suffrages des Sénégalais, mais en qui ils vont avoir confiance? Et je ne pense pas que c'est le parti qui était là pendant 12 ans, qui a fait voir toutes sortes de malgouvernance à ce pays, qui a fait toutes sortes de gestion népotique dans ce pays, qui aujourd'hui vont donner des leçons. Donc je crois que nous sommes dans une situation politique où les Sénégalais sont avisés, nous continuerons à défendre ces principes, de construire une alliance large autour du président de la République. Parce que tout simplement pour l'AFP, c'est la conviction que ce sont ces principes-là qui fondent le développement du Sénégal. Et c'est comme ça que les partis politiques deviendront forts demain. Alors vous, personnellement, vous êtes PCR de Noto, c'est ça? Oui, Noto, c'est dans la région de Thiès. Absolument. Oui, Thiès, un autre défi, un autre terrain pour l'alliance des forces de progrès. Dans cette perspective-là, surtout de l'acte 3 de la décentralisation, où les choses vont changer, quelles sont vos perspectives, vos ambitions dans cette région-là? Oui, nous avons gagné la communauté de Noto Diobass en 2009. J'allais dire
en nous adressant aux populations. En 2014, nous allons faire exactement la même chose dans la coalition dans laquelle sera l'AFP, parce que l'AFP milite pour une coalition politique large. Naturellement, nous allons également aller à l'assaut de cette collectivité locale et que nos adversaires se le tiennent pour dit. Ils auront un adversaire, moi je ferai partie de cette liste, donc qui va justement... Que je sois d'ailleurs candidat... AFP ou liste... Non, liste... Nous sommes dans une coalition. L'AFP, depuis 2001, a toujours travaillé dans une coalition. CPC, CPA, Benno Siggil Sénégal, aujourd'hui Benno Bokk Yaakaar. Donc l'AFP, l'option stratégique de l'AFP, c'est d'aller en coalition aujourd'hui au sein de Benno Bokk Yaakaar. Donc c'est notre option politique stratégique. Donc je disais tout à l'heure que les adversaires se le tiennent pour dit. Naturellement, la communauté de Notto Diobass, nous allons construire une coalition, large coalition avec nos alliés de Benno Bokk Yaakaar pour aller à l'assaut de cette coalition parce que nous n'avons pas fini le travail. Cela dit, concernant l'acte de la décentralisation, c'est une excellente chose parce que vous savez qu'il y a la communalisation universelle. Maintenant, vous n'allez plus entendre parler de commune rurale de Notto Diobass, vous allez entendre de commune. Vous savez, sur le plan pratique, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, une commune rurale est incapable de signer un contrat de financement avec qui que ce soit. Donc ça veut dire que demain, nous pouvons monter des projets de financement. Vous avez eu à faire face à ces problèmes en tant que PCR. Mais absolument. Le PCR est incapable de monter, de signer même un contrat, et incapable de recruter qui que ce soit. Donc nous allons avoir ces possibilités-là. D'accord. Vous avez également la départementalisation qui permettra justement à ce que les départements puissent être érigés en collectivité locale. Mais l'avantage, c'est qu'on arrivera à gérer mieux les questions d'école, les questions de collège, etc., toutes ces questions de santé. Donc le département va avoir une entité. Une entité locale réelle. Donc, et au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup d'actes de gestion qui permettront justement à ce que les terroirs puissent avoir beaucoup plus de possibilités en matière donc, de gestion et de financement de leur localité. D'accord. Alioune Sarr à Notto, Alioune Sarr dans l'AFP, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de compétences dans votre formation politique pour diriger le parti. Alors, quand on évoquait la succession du président Moustapha Niasse, le poste vous intéresse quand même, le poste de secrétaire général? Ah, mais je savais que Oumar Niang allait poser une telle question. Tout d'abord, vous avez dit vrai, il y a beaucoup de compétences dans l'AFP. J'ai dit tout à l'heure plus de 2500 élus, donc plus de 100 000 militants. Moi, je suis très honoré d'abord de représenter ce parti au sein de ce gouvernement. Je n'en suis pas le plus connaisseur. Les camarades et le parti a considéré que je pouvais apporter quelque chose, donc j'en suis trop fait honoré. Je remercie le secrétaire général Moustapha Niasse et l'ensemble des militants pour cette confiance. Alioune Sarr est un militant au service de son parti. Demain, la fonction à laquelle les militants de l'AFP considèrent que je peux apporter quelque chose, moi je suis disponible. Je l'ai toujours fait. Je n'ai jamais été demandeur, mais si les militants considèrent que demain, je peux être utile à telle ou telle fonction, naturellement, j'en discuterai avec Moustapha Niasse, qui est le secrétaire général de l'AFP. Je dois dire demain, quelle que soit l'évolution de l'AFP demain, l'avis de Moustapha Niasse aura également une très grande importance parce que non seulement il est secrétaire général de l'AFP, mais aussi il est le fondateur de l'AFP. Et je crois qu'au Sénégal, il faut quand même savoir reconnaître à chacun ses mérites. Quand quelqu'un crée un parti, a été le plus grand investisseur de nous tous, a une expérience que personne de nous n'a. Je crois que celui-là, son avis, pour l'avenir de cette formation politique, son avis est extrêmement important. Donc, c'est ça que je voulais dire sur cette section, mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de militants de l'AFP qui sont capables justement demain de diriger l'AFP. Je vous remercie, Alioune Sarr, coordonnateur des cadres de l'AFP, ministre du Commerce, du secteur informel et de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir été avec nous. Merci, mesdames, messieurs, on se retrouve dimanche prochain.